Donc voilà, ce soir, on va parler de la cellule, de ce que c'est l'homéostasie, ce que c'est la physiologie, les rétrocontrôles négatifs et les parties de la cellule. De notions de base que, si vous ne venez pas d'un milieu médical, vont vous servir quand vous allez comprendre tout ce qu'on fait dans les piliers mitochondriales, tout ce qu'on fait quand on parle d'énergie, d'équilibre du métabolisme. Et du coup, les semaines suivantes, jusqu'à la fin septembre, on va continuer avec deux gros chapitres qui nous restent pour comprendre, pour mieux comprendre aussi tout ce qui va venir. Surtout au niveau endocrine, la communication hormonale, plein de petites choses qui sont super nécessaires pour votre compréhension. Donc, voilà, je mets le partage d'écran par rapport à ma formation. Partage d'écran. Je fais un résumé aussi. Vous savez toutes les choses dans votre espace étudiant. Ceux qui n'ont pas accès, je vous le donne. Et ceux qui sont juste de passage, évidemment, ne vont pas l'avoir. Donc, ils vont avoir les replays, mais pas les supports de cours, bien entendu. Ça, c'est exclusif aux étudiants. Je vois que pour la plupart, vous êtes tous là. Donc, on va discuter de l'homéostasie. On parle souvent d'homéostasie en naturopathie, en micronutrition, et la physiologie humaine. C'est très, très important cette notion, car seront les bases presque de l'appareil endocrine. Donc, si on ne comprend pas cette homéostasie, c'est rétrocontrôle négatif, rétrocontrôle positif, on ne va pas trop comprendre. Et la deuxième partie est divisée en deux. Et la deuxième partie, vous savez, on va voir les organites cellulaires qui est dans la cellule. D'ailleurs, je vais vous mettre une diapositive en plus pour que vous dessinez la cellule, même si vous avez plein d'exercices que j'ai déjà créés pour vous sur le Google Forms. Et beaucoup de réflexions, pas juste de vrai ou faux, beaucoup de réflexions aussi. Et ça va être intéressant. C'est intéressant que vous compreniez les organites, car seront aussi les bases du reste de la formation. Donc, on va parler des organites, vous saurez de quoi on parle, parce que vous verrez du coup la cellule et l'image que vous avez dessinée, qu'on a vue, qu'on va voir là tout à l'heure. Donc, on va voir que les corps vont avoir un niveau d'organisation très spécifique, d'accord? Et on va partir notamment au niveau chimique d'un atome, souvent ce que spécialise en chimie. Et on peut aussi parler de molécules situées à la membrane cellulaire. Et pour après passer justement au niveau cellulaire. Donc, ces atomes vont former de cellules. On peut parler d'une cellule de la paroi de l'estomac. On peut aussi, ces cellules vont former des tissus, d'accord, des couches de tissus dans la paroi de l'estomac, qui vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas encore parce que vous êtes débutant dans la formation. On va voir que l'estomac a différentes couches et 3 tissus super importants pour pouvoir faire cette action de centrifuger pour pouvoir digérer, d'accord? Et aussi pour que l'acide chlorhydrique ne détruise pas sa propre cellule, quoi. Ces deux tissus vont former du coup des organes, comme l'organe de l'estomac. Et ces organes vont se regrouper en système. Donc, par exemple, l'appareil digestif, c'est un groupement des organes, différents types de tissus. On voit la bouche, un tissu différent
que l'estomac, que l'intestin grêle, que le côlon. Et qui est composé aussi des cellules différentes qui vont sécréter moins ou plus mucus et que ces cellules sont faites d'atomes à la base. Et l'atome, on ne sait pas vraiment le décrire. Donc, on quand on décrit des atomes, ce sont des molécules énergétiques, quoi. Donc, vous comprenez où je vais aller. Hein. Donc, cette organisation atomique, cellulaire, tissulaire, d'organes et des systèmes, c'est important de la comprendre, qu'on va de micro à macro et que tout le corps se fait, voilà, tout notre corps passe par ça. Et on va voir surtout aujourd'hui au niveau de la cellule l'importance de connaître ces organiques, car c'est toute une organisation énorme pour que les organes et du coup les systèmes fonctionnent. Après, on va voir que les systèmes vont communiquer les uns aux autres, hein, évidemment. Et donc, c'est important de comprendre ça. J'essaye de arrêter. La personne qui vient, c'est mettre là. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Donc, on va voir aussi que les cellules ont des fonctions de base. D'accord? Ils vont d'ailleurs, tout d'abord, obtenir de l'environnement cellulaire des nutriments et de l'oxygène. Elles vont accomplir diverses réactions, S à la fin, chimiques qui fournissent de l'énergie à la cellule à partir des nutriments et de l'oxygène. Donc, on va voir nutriments plus oxygène qui vont donner de CO2, de l'eau et de l'énergie. Normalement, tout le monde est rentré. Cette cellule va éliminer dans l'environnement le CO2. Je vais laisser encore rentrer de monde. Voilà, mettre plus, je le vois. Super. On va éliminer l'environnement de la cellule, le CO2 et d'autres déchets résiduels lors des réactions chimiques. On va synthétiser les protéines et d'autres substances pour la croissance ainsi que les activités cellulaires. On va transporter une partie de substance à l'autre de la cellule. On va reconnaître la modification de l'environnement de la cellule et y répondre en conséquence. Et vont servir aussi à se reproduire. D'accord? Notamment les cellules nerveuses, musculaires qui perdent la capacité de se reproduire peu après s'être formées. Donc, c'est pour ces réactions en accident vasculaire cérébral entraîne la perte de cellules nerveuses. Et dans les cerveaux, ceux qui ont un infarctus, ceux qui va causer la mort de cellules musculaires du cœur peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Et donc, ça, c'est très, très important que vous reteniez les fonctions de base de cellules pour Tercera, ou peut-être poser une question lors d'un oral, lors aussi de questionnaires que vous allez devoir remplir tout à l'heure, après le webinaire. Les cellules aussi ont de fonctions spécialisées et on peut parler aussi de
production enzymatique. D'accord? Ceci sont les enzymes, sont des protéines très spécialisées qui vont activer de réactions chimiques dans l'organisme, sont des catalysateurs. Donc, ils vont accélérer de réactions chimiques. On va voir aussi que, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de tissus, là, au niveau tissulaire, on a différents tissus. Ça, notamment, on fait beaucoup d'appels à ces différents tissus pour le pilier digestif. Dans chaque partie qui va de la bouche jusqu'à l'anus, on a besoin de différents tissus pour assurer le bon fonctionnement de ce système, cet appareil. Du coup, on va diviser les tissus en 4. Donc, on voit, je mets là-bas, on voit les tissus musculaires, qui se divisent à la fois en squelettique, cardiaque et muscles lisses. Les tissus nerveux, les tissus épithéliaux, on parle énormément lors de l'appareil digestif, qui est le prochain module à partir d'octobre. Les glandes sécrétrices, celles qui sont d'une caractéristique exocrine, celles qui sont endocrines, et les tissus conjonctifs qui a beaucoup d'élastine. Voilà, j'ai l'introduction. Donc, on voit les tissus épithéliaux, qui est protecteur, qui va sécréter, va absorber. Les tissus conjonctifs, après, on va aller plus en profondeur. Les tissus conjonctifs qui est dans le support structurel. Le musculaire qui est justement responsable du mouvement. Autrement, on ne peut pas bouger, on ne peut pas courir, on ne peut pas marcher. Et on connaît tous les tissus nerveux pour la communication, la coordination, le contrôle. Donc, vous voyez les différents types de tissus. Déjà que dans l'estomac, on voit ici un tissu épithélial, un tissu conjonctif, un tissu aussi musculaire, parce qu'autrement, il ne peut pas bouger, et les côtés aussi nerveux, imbibés se trouvent dans les tissus musculaires. Il faut aussi que le système nerveux sache ce qui se passe un petit peu partout et dans chaque tissu. Donc, on va faire appel à toutes ces notions tout le long de la formation de niveau 1, niveau 2, niveau 3, bien évidemment. Donc, c'est important de retenir ces notions qui vont être répétées aussi tout le long de la formation, mais au moins, vous avez eu déjà l'introduction. Donc, on va voir que les tissus musculaires est constitué de cellules très spécialisées dans la contraction. Hein. Pensez quand vous marchez, quand vous courez, il faut que le muscle puisse faire un mouvement de contraction qui va générer justement cette tension produisant le mouvement. Et donc, c'est là qu'on voit le squelettique pour tout ce qui est jambes, bras, le muscle cardiaque, d'accord, qui va pomper du sang. Les muscles lisses, notamment tout ce qui est cavité des organes. Par exemple, le long du tube digestif, c'est un bon exemple de muscle lisse. Après, on passe au tissu nerveux, qui est constitué plutôt de cellules spécialisées dans la transmission d'impulsions électriques, parfois même sur de très longues distances. Pensez aussi à la distance parcourue par le nerf vague, par exemple. La transmission nerveuse de nerf vague est super large. Et là, c'est un bon exemple de tissu nerveux. Voilà. Et on a besoin de tout ça pour la communication, la coordination, le contrôle d'organisme. Là, par exemple, ici, en prenant l'exemple de l'estomac, on a besoin de tissus, du coup, de cellules nerveuses pour référer au cerveau et pour communiquer ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est partout dans l'organisme. Donc, évidemment, on a les tissus nerveux dans le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, les organes sensoriels, hein, même la peau. Passons un petit peu au tissu épithélial, dont on parle beaucoup dans l'appareil digestif quand on dit que on parle souvent de l'épithélium intestinal.
Donc, c'est un tissu épithélial très, très important qui se spécialise dans l'échange de matériaux entre la cellule et son environnement. Et ça me fait penser souvent au syndrome de l'intestin perméable, par exemple, d'accord, la perméabilité intestinale. Ça, c'est un exemple d'un tissu épithélial qui voilà, qui a des problèmes. Cet épithélium, il a plein aussi des glandes sécrétrices. Hein, on le voit ici, hein, c'était la protection, la sécrétion et aussi l'absorption, du coup, plus tardivement. On peut penser aussi à un tissu épithélial comme la peau, la couche externe de la peau, les revêtements internes du tube digestif. Voilà, c'est vraiment cette frontière. Pensez au tissu épithélial, ça c'est un beau mot, comme une frontière. Les fameuses barrières dont je vous parle, que je vous parlerai tout le long de la formation, comme la base du système immunitaire. Si ce tissu épithélial est franchi par microbes, par pathogènes, par macromolécules, par toxines, qui ne doit pas passer d'un tissu d'un côté à l'autre, eh bien, on va tomber malade. On va avoir des substances dans le sang qui ne doivent pas être. On va avoir de auto-intoxication parce qu'on va avoir de métaux lourds qui vont passer de la lumière du tube digestif au sang. D'accord? On passait de la lumière à la zone basale, on va dire. Et donc, à la base de l'intestin. Donc, évidemment, c'est un tissu qui doit maintenir son intégrité. Donc, on va dire aussi son intégrité est essentielle à l'absence des maladies. D'accord? Et on va souvent parler de ces tissus épithélial, on va faire référence à cette lumière intestinale, par exemple. C'est ce qui me fait penser quand je vous parle en ces moments. Parfois, il y a aussi des glandes sécrétrices qui sont dérivées de ce même tissu. Du coup, on reste toujours dans ce tissu épithélial. Et ces glandes peuvent être des glandes exocrines ou des glandes endocrines. Tout ce qui est exocrine, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans d'autres diapositives. Là, je vous ai mis celle-là plus grande. Non, je ne vous l'ai pas mis. Donc, on va voir les glandes sécrétrices qui sont exocrines qui vont vers en façon externe. D'accord? Donc, crine signifie sécrétion et exo signifie externe. Tout ce qui est exo, une réaction exotherme, voilà, où la température se perd vers l'extérieur. Donc, on va voir tout ce qui est exo, c'est externe, crine, du coup, c'est sécrétion pour ceux qui ont appris le latin ou le grec. Et donc, ça veut dire que les glandes exocrines vont sécréter via des canaux vers l'extérieur de l'organisme. On va penser, voilà, aux glandes sudoripares, par exemple, la transpiration. Les glandes endocrines, par contre, dont endo signifie interne, et crine, on reste toujours une sécrétion interne, c'est-à-dire que n'ont pas des canaux excréteurs en dehors. C'est-à-dire, par exemple, ça me fait penser au pancréas qui a pour certaines cellules spécialisées, comme les cellules bêta de Langerhans, qui vont sécréter l'insuline, par exemple, dans le sang, qui transporte alors cette hormone vers le lieu d'activité à travers tout l'organisme. Et du coup, c'est grâce à cette insuline qu'on va réduire le taux de glycémie et pouvoir aussi absorber le glucose. Donc, ça, c'est une glande endocrine. Et les glandes exocrines, comme les glandes sudoripares, c'est qui assurent la sudoration, la transpiration, autrement dit. Les tissus, pour en finir avec les différents types de tissus, on a les tissus conjonctifs qui a une particularité de comporter peu de cellules. Et donc, comme son nom l'indique, les tissus conjonctifs, qui est très, très connu, très bien connu d'ailleurs par les ostéopathes, met en contact, supporte et fixe de nombreuses parties de l'organisme. Donc, on va voir les tendons,
qui attachent le muscle squelettique, osseux, les os aussi qui donnent forme à l'organisme, support qui donne protection, et les sangs aussi qui transportent des matériaux d'une part à l'autre de l'organisme. On a plein de choses intéressantes, ce tissu conjonctif, qui est l'une de ces molécules particulières et l'élastine, qui justement permet cet étirement et à la fois une rétraction de certaines structures, à quoi je pense par exemple le poumon, qui va se dégonfler et puis se gonfler lors de la ventilation. Je l'ai dit, respiration. Il faut savoir que les cellules respirent, nous ventilons. C'est tout à fait différent. On va voir d'ailleurs un tout petit peu la respiration cellulaire. Mais voilà. Ah, je savais, je l'avais mis. Non, ce n'est pas la meilleure des images, elle est un petit peu blur. Donc, on va voir les glandes endocrines, les exocrines ici, qui vont libérer, vous voyez les glandes ici d'entre les cellules, d'accord, il y a aussi de glandes sécrétrices qui, vous voyez, ils sont en train de sécréter le produit et de les libérer vers un canal extérieur, vers l'épithélium des surfaces. Et vous voyez, ça c'est un joli épithélium, un regroupement des cellules les unes à côté des autres. Oui, c'est super intéressant. Vous avez là un joli épithélium. Ici, vous voyez les glandes qui sont là, c'est bien différencié. Hein. D'ailleurs, vous ne voyez pas la même, l'épithélium ici est tout à fait différent à cette glande-là. Hein. J'espère que vous voyez la différence dans les deux sangs. Déjà, le noyau est différent, voilà, plein de choses donc, qui caractérisent ces cellules qui font de glandes exocrines, qui du coup vont sécréter vers l'extérieur, vers un canal extérieur, pour en finir, pour surpasser l'épithélium de surface. Tandis qu'une cellule a une glande endocrine, vous le voyez, va transmettre dans le sang son contenu. Donc, il ne passe par aucun canal, et le canal de communication, du coup, est le sang. Pensons aux hormones. C'est pour ça qu'on appelle le système endocrine. Du coup, on a nos glandes, la testostérone, l'estrogène, la progestérone, l'insuline, voilà, glande endocrine, la thyroïde, par exemple. Et donc, voilà, ce sont des glandes qui sont entourées des vaisseaux sanguins qui permettent de verser les contenus dans ces milieux pour après communiquer d'un endroit à l'autre. Donc, quand je parlerai du système endocrine, vous direz, d'accord, c'est une glande qui va verser dans le sang. Et vous comprenez de quoi je parle. Vous voyez l'importance de cette présentation que peut ressembler un petit peu ennuyante, mais qui est super importante pour la totalité de la formation. On va parler par la suite de liquide extra et intracellulaire aussi, qui est très important. Mais je veux sauter à cette diapositive d'abord avant de m'élargir sur le contenu de l'autre diapositive. Sinon, vous allez vous perdre. Donc, on va voir différents appareils et systèmes. D'accord? On va parler, dans les niveaux 1, on va parler beaucoup du système digestif, musculaire, un petit peu squelettique, beaucoup immunitaire, nerveux, endocrine et reproducteur. D'accord? Le reste, c'est dans le niveau 2. Donc, vous voyez que ces groupes d'organes sont organisés en systèmes et chaque système est un ensemble d'organes qui exécutent deux fonctions connexes et qui interagissent pour accomplir collectivement une activité essentielle pour maintenir la santé de notre corps, de notre organisme. Prenons l'exemple du système endocrine. Qu'est-ce que va se passer? La femme va avoir une surproduction d'estrogène
parce que est dans un environnement toxique, de xénobiotiques, il boit des bouteilles d'eau plastique, etc., qui va empêcher plus tard les fonctionnements de la thyroïde. Parce que la thyroïde n'aime pas les estrogènes, aime beaucoup plus le progestérone. Voilà, pareil, dès qu'il y a, on peut parler aussi de problématiques du foie qui vont, au niveau digestif, plutôt qui vont aussi provoquer problématique de détoxification des hormones produits, envoyés. Donc, les signaux étant envoyés par le cerveau. On va voir aussi ces contrôles, ces rétrocontrôles négatifs et positifs. L'hypophyse qui envoie aux organes reproductifs de la femme, reproducteur, a aussi produit des estrogènes qui, après, doivent être éliminés par le sel, par l'appareil digestif. Donc, du coup, là, on a une interaction d'un système endocrine et d'un système digestif. Si mon système digestif ne marche pas bien, mon système endocrine va passer sous mon nez. Voilà pourquoi, lors de la formation, je vous apprends aussi de notions de base d'ordre, parce que le corps est un système organisé. Et donc, ces organes vont, plutôt ces systèmes, ces appareils vont interagir les uns avec les autres. C'est-à-dire, il y a un effet domino qui se fait et que nous, de micronutritionnistes, de praticiens, praticiennes en biologie nutritionnelle et fonctionnelle, pouvons assurer leur interaction et comprendre, pas assurer, plutôt comprendre leur interaction. Pourquoi? Vous voyez, c'est ce qui fait cette diapositive-là. Donc, on a les constituants de l'organisme. Donc, on a l'appareil circulatoire, donc le cœur, le vaisseau sanguin, les seins. Donc, quelqu'un qui a un problème circulatoire va aller soit chez les phlébologues, soit chez les cardiologues. Donc, déjà, on a compartimentalisé les corps. On s'occupe que de ça, on ne voit que ça. La pauvre personne qui a un intestin irritable, que vous devez bien connaître, qui n'est pas irritable, les pauvres sont irrités par des pathogènes, des pathobions, des substances qu'il ne faut pas mettre en contact avec. Donc, il est irrité, pas irritable, va se rendre sur chélologue, parce qu'on a divisé le corps en systèmes et donc un spécialiste appelé ologue. Et donc, on va voir vers les gastroentérologues. Et voilà, donc il va s'occuper que de l'estomac, l'estomac. Voilà. Après, on a les gastroentérologues. Après, on a l'endocrinologue qui s'appelle celui-ci du pancréas aussi, parce qu'il va voir aussi hormonaux liés au pancréas. Et vous voyez comment on a déjà compartimentalisé deux gros systèmes appareils de notre corps. Les personnes qui ont des problèmes respiratoires, si c'est des voies supérieures, vont aller chez l'ORL. S'ils sont des voies inférieures, d'accord, ils vont aller chez un autre ologue. D'accord, j'ai le pneumologue ou j'ai l'ORL si c'est de partie des voies supérieures. Vous voyez déjà la ridiculité de notre système de santé parce que les corps, qui est chez Sage, n'est pas divisé comme ça. Mais bon, on peut l'apprendre comme ça, on peut l'apprendre aussi en totalité. Et du coup, c'est ce que j'essaye à tout coup dans ces formations, c'est vraiment de vous mettre, de vous donner des bases pour après élargir et faire la paire des choses et mettre tout ensemble et que vous voyez la totalité des choses et de la communication. On va voir que quelqu'un qui a des soucis urinaires, ça peut ne pas venir que de ses reins, de ses surêtres, sa vessie et de ses surétères aussi qui sont en mauvais état, mais ça peut carrément venir de l'appareil digestif. Combien de femmes ont cystite et infection urinaire à Escherichia coli? Et c'est pas là qu'il se trouve l'Escherichia coli au niveau de la vessie, se trouve dans l'appareil digestif. Il y a un passage par une perméabilité intestinale qui se fait. Et du coup, vous voyez que le pauvre urologue ne va jamais rien comprendre. Gynécologue, peut-être que la femme ne va pas faire appel tout de suite à un urologue, au moins qu'il ait des soucis récurrents, qui montent au rang aussi. Mais pour le coup, la plupart des femmes vont aller chez le gynécologue. C'est demander pourquoi j'ai des infections urinaires à répétition. Ils vont faire un CBU ou une analyse plus poussée. Ils vont dire, c'est Escherichia coli. Mais personne ne va faire les liens entre les systèmes digestifs et son appareil urinaire. Dans ces formations, nous le faisons. Donc, restez tranquille, tranquille.
on va aller voir ces infections urinaires, d'où elles viennent, comment les traiter et voir d'où elles viennent aussi. Car c'est très, très important de faire les liens entre tous les systèmes. Quelqu'un aussi, souvent, ça m'arrive de voir deux intolérances alimentaires qui déclenchent soucis digestifs, intolérance, soucis digestifs en plus, qui déclenchent des infections urinaires à répétition. Et ça, c'est malheureusement rien à voir avec le système digestif, c'est par rapport au système nerveux. Et même une mémoire embryonnaire. Donc, on va encore plus loin dans nos connaissances. On sait que quand on est en train de se former, embryon, voilà, fœtus, et puis petit bébé qui va naître, on a de développement neuronal qui se fait. Du coup, les nerfs qui touchent l'appareil digestif vont toucher les voies pulmonaires et vont aussi toucher les voies urinaires. Et du coup, la personne qui a des soucis digestifs peut venir en consultation disant j'ai un intestin irritable parce que le pauvre n'a pas compris qu'il n'est pas irritable mais qu'il est irrité, j'ai déclenche de l'asthme et j'ai déclenche aussi des infections urinaires. Combien de fois je vois cette picture, cette image au cabinet, mais depuis des années. Donc, la personne, un simple mortel qui ne connaît pas, qui doute encore de nous parce que la chasse aux sorcières est très, très pressante, du coup, va dire, je suis allée voir mon gynéco, je suis allée voir le pneumologue et je vais voir les gastroentérologues, voici tous les comptes rendus, tout est négatif. C'est sûr que tout va être négatif. Au moins, ils sont venus avec leur compte rendu négatif. Nous savons d'où viennent ces problèmes. On a aussi l'appareil squelettique. Donc ici, les os, les cartilages, les articulations. On va voir aussi qu'une femme, par exemple, en ostéopénie, c'est le début d'une ostéoporose, peut avoir malabsorption intestinale, peut avoir souci de mitochondrie, donc peut avoir souci hormonaux, donc système endocrine, peut avoir plein d'autres choses. Même, on dit aussi on sait aujourd'hui que l'ostéoporose est une maladie auto-immune. Donc, on peut avoir, du coup, problématique auto-immune dont le système immunitaire est touché. Là, on a touché déjà combien de systèmes par une simple problématique squelettique. On voit l'importance de tout apprendre et de vous spécialiser peut-être plus tard, mais une fois avoir compris tous ces liens. Autrement, vous ratez vos prises en charge. Voyons l'état de la santé aujourd'hui. Ils se sont concentrés sur un système et ils ne voient pas la paire de choses. Ils ont perdu la vision globale. Imaginez-vous si on devait mettre chaque appareil, dessiner tout dans l'humain. Oh, punaise. Mais il y a très, très peu aujourd'hui des personnes avec, de par les conditionnements de la petite enfance, de notre scolarisation, tout est fait pour devenir de moule, rentrer dans des cases. Et vous voyez, la médecine est aujourd'hui comme ça. Vous voyez, ils sont divisés tout en systèmes, dans des petites cases. Est-ce que ça facilite l'apprentissage? Oui, je n'en doute pas. Mais je voudrais bien que l'endocrinologue puisse comprendre que l'appareil digestif est fondamental pour le contrôle hormonal, que l'appareil digestif est aussi nécessaire pour l'appareil reproducteur, pour que l'appareil reproducteur marche bien, comme le système immunitaire est aussi nécessaire à un équilibre, une homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre de l'appareil respiratoire et squelettique. Et du coup, aussi, l'appareil digestif va jouer son rôle dans le système musculaire. Donc, on va voir, il faut que vous soyez super ouvert à tous les symptômes de vos consultants, car tout va se mélanger. Et vous allez voir, là comme je viens de vous dire, et je peux dire problème digestif et douleur musculo-squelettique. Ah, ça, vous allez l'avoir. Hein. C'est sûr et certain que vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Un appareil digestif qui ne marche pas bien va agir de façon négative et va créer des douleurs musculaires. L'ostéopathe ne va pas pouvoir faire que sa manipulation tienne dans le temps. Et voilà, il va faire appel à vous s'il connaît votre versatilité, votre mentalité arborescente, et s'il est au courant
de votre capacité de algorithme décisionnel. Voilà, en gros. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Donc, quand ça ne marche pas, on coupe parce qu'on n'a pas vu les liens entre d'autres choses. Donc, c'est très, 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 vraiment très dommage. Comme je parle de chaque système, parle avec l'autre, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on revienne à ces concepts d'homéostasie. D'accord? Cette homéostasie, cet équilibre de milieux extérieurs, mais aussi des milieux internes. L'environnement externe et interne sont fondamentaux. Leur équilibre va garantir la santé ou la maladie de la personne qu'on est en train qui vient nous consulter. D'accord? Comme aussi, là maintenant je fais appel à ces bonhommes qui est là, c'est les systèmes tegumentaires, la peau, les poils, les ongles. Donc, on va voir que aussi le système tegumentaire va être en lien avec le système digestif, va être lien aussi avec le sang qui circule dessus, c'est circulatoire. L'appareil aussi immunitaire, puisqu'il a une maladie auto-immune, va être lié aussi aux hormones. Donc, vous voyez comment l'autre hologue qui se spécialise de la peau, des téguments, c'est le dermatologue, qui donne très, très, très souvent juste la cortisone. Et comment rendre ces beaux travail, il devrait être le spécialiste presque le plus grand du corps parce que les problèmes de peau, de téguments sont les plus difficiles à traiter. Et lui, va juste donner la cortisone, des antifongiques, du fongisone, des conazole, machin, bidule. Donc, c'est aberrant de finir après 10 ans de carrière en donnant juste 2 fichues molécules en version différente, en marque différente. Hein. Attention, parce que mais ne comprend pas que l'appareil digestif va jouer son rôle. Les microbiotes, il y a les microbiotes cutanés, donc il devrait s'intéresser. Donc, voilà, nous dénigrer, c'est vraiment ne pas savoir ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Donc, cet environnement interne de l'appareil digestif qui va assurer l'environnement externe du tégument de la peau, d'accord, qui a une mauvaise mine, qui a la jaunisse, qui a les teintes jaunes, autrement dit parce qu'il y a problème hépatique, c'est qu'il y a les teintes gris parce qu'il ne fait pas caca trop souvent, l'autre parce qu'il est bulimique ou anorexique nerveuse. Évidemment, ça va se manifester avec les teintes de la peau. Donc, habituez-vous à regarder les temps de vos consultants dès qu'ils arrivent chez vous, dès que vous les accueillez à la porte, dès qu'ils sont en salle d'attente ou dès qu'ils rentrent et s'assoient face à vous de l'autre côté du bureau. Regardez les temps. Parce que là, vous allez voir, voilà, il a des cernes, il n'a pas de cernes, il y a une coupe rose au niveau de choux, il y a une rosacée, et c'est très, très important car vous voyez, c'est l'extérieur de tout ce qui se passe là. Donc, c'est super important que vous compreniez que c'est le milieu extérieur, pour le coup, dans cet exemple qui est la peau, va dépendre surtout du système digestif, qui est le milieu interne. Donc, avec quoi ces cellules sont directement en contact? Est-ce qu'ils sont en contact avec trop de bilirubine? Est-ce qu'ils sont en contact avec de parasites? Il y a plein de notions à connaître et donc vous voyez l'interaction d'un appareil, d'un système à l'autre. N'oubliez jamais, ça semble très simple, moi j'avais appris ça à l'école, hein, attention, mais c'est souvent on oublie les bases et on complique trop les choses. Et pourtant, ce sont les bases qui sont les fondements, les fondations de notre maison, c'est-à-dire notre maison et notre future pratique, notre bureau. Vous voyez, c'est très, très important. Et c'est ainsi que je retourne à cette diapositive en continuant les concepts d'homéostasie, c'est-à-dire ce fameux liquide intracellulaire
qui est le liquide qui contient l'ensemble des cellules, et le liquide extérieur aux cellules, qui est le liquide évidemment extracellulaire. Donc, intra au dedans et extra au dehors. D'accord, en gros, c'est ça. On a aussi, je pourrais ajouter là, je ne l'ai pas fait, le liquide interstitiel, c'est-à-dire que c'est le liquide qui entoure et baigne les cellules. Donc, entre, et stitial, c'est qui maintient. Donc, le liquide qui maintient, en gros, c'est on peut aussi parler de liquide extracellulaire, comme le plasma et les liquides interstitiels. Je vais vous les noter après pour vos notes. Donc, le liquide extracellulaire va être fait de deux constituants, les plasmas et la partie qui est la partie liquide du sang, et les liquides interstitiels qui est celui-là qui entoure et baigne les cellules. Je vous ai dit, c'est entre et stitial qui maintient. Ça, je vous l'ajoute après. Je me fais une note perso pour vous l'ajouter. Comme ça, vous l'avez dans vos notes, dans vos supports de cours. Donc, on va prendre un exemple pour que vous voyez le truc. Qu'est-ce que je peux prendre par exemple? Voilà, le tube digestif qui va transporter de l'environnement vers le sang les nutriments nécessaires à toutes les cellules de notre organisme, par exemple. Les systèmes respiratoires aussi, donc il va transporter l'oxygène de l'environnement vers le sang. Les systèmes circulatoires qui va aussi distribuer les nutriments vers le sang. Dans le système circulatoire, les nutriments et l'oxygène, je veux dire, dans le reste du corps. Voilà, de petits exemples qui me viennent comme ça à cœur, et c'est ça aussi, cette homéostasie. Dès qu'il y a une mauvaise communication d'un endroit à l'autre, d'un côté à l'autre, on va avoir deux soucis. On doit aussi assurer l'élimination de déchets, hein, de cette qui vont être produits par nos cellules, hein, et qui vont être relâchés dans les liquides interstitiels. C'est souvent, j'utilise des produits allemands pour ça, d'accord? Ils sont très, très efficaces, mais pour une personne qui est assez intoxiquée par soi-même, hein, attention, parce que évidemment, si c'est une intoxication, c'est une intoxication à soi-même. Hein. Donc, c'est souvent, la problématique, c'est ce tissu interstitiel, c'est le liquide, c'est qui entoure et baigne les cellules, qui est complètement en mauvais état, rempli de déchets, qui peut se manifester comme chez un consultant, comme je viens vous consulter, j'ai trop de douleur. J'ai douleur partout, par exemple. Je vais dire ça. J'ai douleur partout. Voilà, il va souvent dire ça. J'ai une maladie auto-immune, j'ai douleur partout. Ce sont des personnes qui me viennent à l'esprit en ces moments, à qui je pense. Et là, je vais tout de suite faire appel aux produits allemands comme les gallium, par exemple, les gallium heparine en dilution homotoxicologique, en dilution homéopathique. Un homéopathe classique va me dénigrer s'il m'entend parler. Mais moi, j'adore l'homotoxicologie. Je pense que l'homéopathie classique ne fonctionne presque plus. Elle est trop complexe, trop d'ondes, trop machin. Bon, après, c'est ma vision des choses, attention. Mais on peut faire appel à différentes dilutions de cette plante que j'adore, les gallium heparine, pour nettoyer les liquides interstitiels. Ce qui baigne nos cellules, qui est souvent en très, 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 très mauvais état. Ce qui rend aussi, qui provoque aussi des réactions immuno-inflammatoires. Donc, on doit éliminer ces déchets. Hein. Donc, c'est souvent aussi les malades de Lyme qui ont beaucoup de déchets, le malade de fibromyalgie, qui d'autres? Bon, c'est souvent eux. Ouais, je le vois chez les malades aussi de maladies auto-immunes, notamment à lupus, ça m'est arrivé à qui je pense. Voilà. Et là, je veux nettoyer, je vais aller proposer doucement, et je dis très, très, très doucement, parce qu'après, ils m'appellent. Hein.
Pas très content d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites avec moi? C'est que vous êtes en plein nettoyage, quoi. Et donc là, on va aussi leur dire de bien s'hydrater parce qu'il faut que ces déchets puissent passer ailleurs, encore, qu'ils puissent passer par puissent rentrer dans les vaisseaux sanguins et du coup être éliminés aussi par les reins. Et voilà les constituants du liquide soleil extracellulaire. Donc, on a la fameuse cellule, les liquides interstitiels. Là, on voit comment ces cellules baignent dans ce liquide, dont on trouve aussi les plasmas. Et du coup, ça, c'est les liquides extracellulaires. Donc, vous avez, du coup, je n'ai pas besoin de vous ajouter quoi que ce soit, tout est là. D'accord? Donc, c'est cet environnement interne qui va garantir quoi? La santé de la personne. Si je parle que de mon expérience personnelle, ces problématiques de liquide interstitiel provoquent, j'ai vu de personnes avec maladie auto-immune, problématiques de détoxication. Donc, on parle des choses qu'on va trouver au cabinet. D'accord? Ce n'est pas juste la nuyeuse physiologie et l'homéostasie que je suis en train de vous apprendre là. Vraiment, ça va, quelqu'un qui trouve le détoxification, peut-être, c'est à voir, mais je mettrai en pratique pour les électrosensibles aussi ça. Est-ce qu'ils ne sont pas un liquide interstitiel trop, je ne veux pas dire le mot pourri, mais voilà, rempli de déchets cellulaires? Et si ceci était le cas, pourquoi la cellule aurait autant de déchets? Et, voilà. À se poser plein de questions, mais de mon expérience personnelle, des conditions chroniques de santé provoquent ces liquides extracellulaires et surtout les liquides interstitiels ne soient pas en très, très bon état. Et donc, on va faire appel au nettoyage lymphatique, soit manuel, soit homotoxicologique, tout ça on le trouve en Allemagne, ou aussi un nettoyage interstitiel de liquides interstitiels dont les Allemands ont compris bien avant nous l'intérêt d'une telle prise en charge. Donc, vous voyez comment on est presque obligé de connaître cette homéostasie physiologique humaine pour comprendre l'apparition, la production de certains produits dont on va faire appel. Vous voyez? Donc, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. On va voir aussi une interdépendance de cellules, de systèmes, de l'organisme et de l'homéostasie. Je pense que j'étais suffisamment claire jusqu'à là. Donc, on a les systèmes de l'organisme qui maintiennent l'homéostasie. On va voir comment cela se maintient, rétrocontrôle positif et négatif. L'homéostasie qui est essentielle pour la survie de cellules qui constituent à la fois les systèmes de l'organisme, les appareils de l'organisme. Et on a presque fait le tour de toutes les diapositives dont je viens de vous montrer. Pensons, je veux juste faire une petite parenthèse par rapport au mot homéostasie. Souvent, le naturopathe, oui, l'homéostasie, l'homéostasie, l'homéostasie. Je ne sais pas s'ils ont compris ce que c'était. Mais bon, je ne veux pas que vous considériez l'homéostasie comme un état immuable, mais comme un état d'équilibre dynamique, d'accord? Donc, on va essayer que les variations, parce qu'il va toujours avoir des variations, soient minimes, qu'ils soient minimisées par deux réponses correctrices que le corps va mettre en place. D'accord? Donc, cet état d'équilibre implique aussi des changements qui ne vont pas s'écarter trop d'une constante ou d'un niveau stable. Voilà. Donc, homio signifie les mêmes et stasie, c'est l'action de maintenir ou de rester. C'est-à-dire un équilibre, en homéostasie entre le milieu interne et externe, qu'il y ait suffisamment qu'il y ait de l'élimination de déchets de la cellule vers l'équilibre interstitiel, vers la partie extracellulaire, mais qu'il n'y ait pas trop, parce qu'après, on ne peut pas assurer une élimination trop importante des déchets, car ce n'est pas prévu par l'organisme. L'organisme va mettre en place des réponses correctrices
mais pour combien de temps? Et c'est là qu'on va expliquer à nos futurs consultants ou à nos consultants actuels ce qui se passe, d'accord? Votre corps a mis des réponses correctrices, c'est-à-dire il ne vous donnait pas de symptômes à ces moments-là. Là, c'est un bon exemple. Et quand l'homéostasie éclate parce qu'il n'y a plus aucun appel de secours, il n'y a aucune autre réponse correctrice que le corps peut mettre en place, alors là, la personne va soit commencer à avoir des symptômes, à présenter des symptômes, soit elle va se rendre en maladie chronique type cancer systémique, etc. D'accord? Ça veut dire que l'homéostasie, c'est cet maintien d'équilibre, mais lors des réponses correctrices, on est en ce qu'on appelle allostasie. A-L-L-O-S-tasie. On est en allostasie, c'est-à-dire on marche sur une seule jambe, quoi. Et les corps pensent que cette action de marcher sur une jambe est tout à fait normale. C'est une action correctrice. Le corps dit, allez, je ne peux pas utiliser une, je vais manger sur l'autre, quoi. Ça, c'est une action correctrice. Au bout d'un moment, quand l'autre paye les conséquences de l'absence de l'autre jambe, voilà, vous êtes en fauteuil roulant. En gros, c'est ça. Ou vous devez vous asseoir, ou vous devez être alité, etc. Donc, d'abord, beaucoup de nos consultants vont être pendant des années un faux équilibre, c'est-à-dire un allostasie. Cette allostasie, voilà, c'est un petit symptôme. Je vais chez le médecin, il me donne du spasfum, parce que je suis allée pour un intestin irritable, et il me donne du spasfum, quoi, pour me fermer la gueule, et je pars, quoi. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, on va à nouveau chez le médecin traitant. Il nous dit non, allez voir le gastroentérologue. Le gastroentérologue, il faut faire des examens. Il dit je ne sais pas. Allez voir le psychologue. Mais en attendant, si vous avez mal, voilà, prenez un cours de spasfum. Si la molécule par voie orale ne vous suffit pas, prenez un suppositoire aussi, tant que vous avez pas. Les actions correctrices du corps vont faire voilà, que vous aviez certains alternances de diarrhée, de constipation, jusqu'au jour que vous consultez à nouveau le gastroentérologue par une rectocolite hémorragique, par exemple, par une maladie des Crohn. Oh mon Dieu, mais quel truc bizarre, vous déclenchez ça. Ils vont dire, ça me fait rire parce que ça m'arrive souvent au cabinet, quoi. Je dis, non, mais il n'y avait aucun truc bizarre là. C'est pas d'un jour à l'autre. Pendant combien de temps vous avez déclenché des petites choses, des petits symptômes, donc les corps corrigés. Et personne, ni vous-même, ni les spécialistes que vous êtes allés voir, ont su aller plus loin. Et voilà. L'homéostasie est passé à l'allostasie pour après donner la maladie. Donc, vous voyez, les liens entre tout ça, c'est super important que vous voyez ça, que vous expliquez ça aussi à vos consultants, à vos patients. Écoutez, aujourd'hui, vous savez, une condition que vous embête, mais ce n'est pas de hier que vous l'avez. Donc, il faut aussi faire comprendre que c'est qu'il nous donne le temps dont nous avons besoin pour effectuer un changement perceptible par leur corps. D'accord? Parce que souvent, avant qu'on change et que la personne se rende compte que ça va mieux, il va falloir défaire combien des actions correctrices, mauvaises actions correctrices. D'accord? Donc, il faut qu'on explique ces liens, des actions correctrices, de l'allostasie, de l'homéostasie. D'ailleurs, j'avais fait en Italie un séminaire que sur les mots allostasie. Je me suis rendue à Turin. Ils nous sont matraqués les mots allostasie avec plein d'exemples. C'était Solgar qui avait mis ça en place. Et comment, voilà, des conditions, de symptômes chroniques devenaient après de maladies. Et donc, j'espère que je puisse évoquer visuellement et tout ce que j'ai envie de vous passer, que vous voyez carrément comment faire. C'est ce que j'ai dit souvent aux étudiants. Faites, écrivez de petits mots, de petites phrases d'accroche. Voilà, c'est l'homéostasie, comment ça vous rend un allostasie, comment ça vous rend malade, une maladie chronique, une maladie. Voilà.
personne ne vous a écouté, vous avez demandé l'aide, mais vous n'étiez pas en capacité de faire autrement. Et voilà, maladie chronique, hop. Et on se demande pourquoi tout cela est arrivé. Souvent, on dit pour la dernière année de maladie, les consultants doivent nous donner, je vais arriver ce soir, 3 mois de traitement et 1 mois pour chaque année des maladies par la suite. On dit souvent aussi que avant le déclenchement d'une maladie chronique, les consultants a été malade, a eu ses premiers symptômes entre 5 et 10 ans avant. Donc, vous faites les calculs, on a quelques années ensemble. Donc, vous voyez, il y a quelques consultations ensemble pour arriver à défaire justement tous ces réponses correctrices allostatiques. Du coup, ce sont des réponses correctrices allostatiques pour pouvoir continuer à aller faire dodo, métro, boulot, ce que la société prétend de nous dans un monde de pauvreté et pas d'abondance. Parce qu'il nous met aussi ça dans la tête, tant que nier, on fait la totale, allons-y. Donc, on va aussi les parler de tous ces symptômes et souvent, ils vont dire « Ah oui, carrément, parce que c'est vrai que les troubles digestifs datent de la petite enfance, quoi. J'étais constipée depuis toujours. » Et puis, vous dire tout ce qu'ils ont comparé à ça entre guillemets, oublié de vous dire. Dès que vous lancez toutes ces informations, vous lancez la moitié de l'historique de l'anamnèse qui sont comparés à ça, oubliés. Ou peut-être qu'ils sont oubliés carrément parce qu'ils sont tellement habitués à être malades qu'ils ne voient pas les mécanismes, les réponses correctrices et l'absence de myostasie, mais plutôt d'allostasie. Donc, voyons qu'on a aussi un rôle de coach dans notre boulot. Et souvent, je fais plus de coaching que de coaching, pas de coaching psychologique, je n'ai rien à faire de ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais de coaching d'hygiène de vie, quoi. De coaching d'apprentissage. Ce que je fais là, pourquoi j'enregistre ça? Parce que j'en avais ras-le-bol de répéter la même chose aux patients. Du coup, au moins, je décharge avec vous. Je fais des formations que j'enregistre. J'ai dit, allez voir le module. Je n'ai plus à me répéter. Parce que vous savez que comme on est né, paraîtrait que les jours nous sont comptés. Nous savons un jour, l'univers sait combien de jours on a de vie, mais aussi, il paraîtrait que ces jours de vie sont comptés avec les paroles que l'on exprime. Et quand je veux vivre assez bien, en bonne santé, un peu longtemps, je me resserre mes mots. Vous avez tout compris. Mais non, paraîtrait que ce soit comme ça, après de recherches et des lectures plus perchées que de ce que je suis en train de vous apprendre. Donc, les éléments qui sont régulés par l'homéostasie, on parle souvent de cette fichue homéostasie, et qu'est-ce qu'on va réguler? Par exemple, on va réguler la concentration de nutriments dans les cellules qui ont constamment besoin de nutriments pour produire l'énergie qui est indispensable pour soutenir les activités cellulaires de survie et spécialisées. Je pense à les nutriments pour le cerveau, les nutriments pour le cœur, les nutriments que pour les cellules à haute reproduction épithéliale, notamment les cellules intestinales qui se renouvellent toutes les 36 heures. Et oui, vous avez bien entendu, toutes les 36 heures, on a un nouveau épithélium de la bouche jusqu'à l'anus. C'est fou, hein? Tellement il est soumis aux conditions abrasives, aux conditions difficiles. Donc, cet épithélium se renouvelle, l'épithélium digestif se renouvelle toutes les 36 heures. Donc, on a besoin des nutriments, notamment aussi qui est la L-glutamine, pour pouvoir assurer ces renouvellements cellulaires toutes les 36 heures. Autrement, évidemment, on ne va pas avoir l'assimilation de nutriments dont on a besoin. Donc, on va développer des carences nutritionnelles, de malnutrition, et avoir un mauvais contrôle de la faim de la satiété par la suite avec les neuropeptides intestinaux qui vont pas contrôler tout ça. Ils vont dire au cerveau, mange plus avec la ghrelin et la leptine qui va aller s'endormir, notamment les Américains qui disent que leur obésité, obésité même morbide,
est due au problème génétique de leptine. Peut-être, mais pour la plupart, ils sont sous-nourris, ils sont en sous-nutrition. Il faut savoir que leur intestin n'assimile presque plus rien de par la grande contamination à laquelle ils sont exposés, notamment par la présence de Roundup, du glyphosate dans l'alimentation. Et dans l'eau aussi, n'oublions jamais l'eau. On va aussi réguler la concentration en oxygène et en CO2, pas CO2. Donc, les cellules ont besoin d'oxygène pour produire l'énergie. On va voir ça comme ça tout à l'heure. Et le CO2 qui va être produit comme résultat de ces réactions doit être éliminé. C'est un produit de déchet, le CO2. Il doit être éliminé souvent par la ventilation, c'est-à-dire l'expulsion de l'air, pour le coup, c'est ce qu'on appelle l'exhale, afin de justement éviter la formation d'acides excessives. D'accord? S'il y a trop d'acidité par une augmentation de CO2, par une réduction de O2, on parle d'un mauvais équilibre acido-basique. Donc, on va acidifier notre milieu interne. Est-ce qu'on va assurer une basification, alcalinisation avec nos trucs? Je ne pense pas. Il faut vraiment modifier l'homéostasie du corps, de cet organisme, de cette personne, pour assurer donc qu'il y a une entrée d'oxygène, une sortie de CO2, d'hydroxyde de carbone, un équilibre pour ne pas rendre la personne, pour ne pas rendre le milieu interne de l'organisme acide. Mais comme vous voyez, donc, pourquoi je ne veux pas me concentrer sur l'équilibre acide-basique, ça nous dépasse, moi-même ça me dépasse et je ne rentre pas du tout dedans dans cette formation, niveau 1, niveau 2 ou 3. Parce que le corps est beaucoup plus intelligent que moi, que vous, que tous nous ensemble, pour équilibrer ce fichu équilibre acide-basique. Il va le faire en lui donnant les bons outils pour que les systèmes, les appareils fonctionnent très, très bien. Le troisième élément régulé par l'homéostasie est la concentration des déchets. Donc, il y a des diverses réactions chimiques qui vont être à l'origine de produits résiduels, voilà, des résidus, de poubelles, quoi, qui peuvent être toxiques pour l'organisme en cas d'accumulation. Je pense normalement à NH3, voilà, la soda, par exemple. J'ai noté les pH, mais bon, le corps sait très, très bien le gérer. De variations du pH, donc la concentration d'acide, vont perturber le fonctionnement des cellules nerveuses et vont désorganiser aussi les enzymes. Parce que les enzymes fonctionnent à un pH spécifique. Prenons l'exemple du pancréas, par exemple. Le pancréas, c'est une glande endocrine parce qu'il sécrète l'insuline, mais aussi une glande exocrine parce qu'il sécrète des enzymes digestives, à condition que les pH du duodénum soient basiques, qu'il y ait un influx de bicarbonate qui vient de la vésicule biliaire, qui vient de la bile du coup, les cholédoques, qui soit là pour dire à ces glandes endocrines, qui est le pancréas, allez, sécrète des enzymes digestives pour digérer le lipase, les lipides, les enzymes protidiques, les protéines, etc. D'accord? Donc, les pH va réguler quand même cette homéostasie et va même assurer l'assimilation, parce que sans enzymes, imaginez-vous qu'il n'y a pas des enzymes. On parle souvent des enzymes dans les produits de liquide, voilà, de lave-linge, des trucs comme ça. Les enzymes, qu'est-ce qu'ils font ces enzymes? Blanchissent, accélèrent le nettoyage. Pour nous, c'est pareil. Les enzymes vont, je vous ai dit, sont des catalysateurs du processus. Pour le coup, sans enzymes, notre digestion va être ralentie. Et s'il n'y a pas d'enzymes, soit il n'y a pas de production par la glande exocrine, du coup, ou le pH est mauvais. Trop d'acidité va faire que les enzymes ne soient pas sécrétées du tout par les pancréas, les enzymes exocrines.
ou que trop alcalin non plus, hein, ça ne va pas marcher, hein, trop d'alcalinité, trop d'acidité. Donc, les excès sont mauvais, que ce soit trop peu ou beaucoup. On va aussi voir le 5e point qui est la concentration d'eau, de sel et d'autres sels électrolytes que j'ai mis là. Par exemple, la concentration de NaCl, donc de sodium, quoi, du sel, dans les liquides extracellulaires, c'est-à-dire les milieux internes, qui va influencer l'entrée, mais aussi la sortie d'eau dans les cellules. Car ces sorties va être plutôt contrôlée avec une précision magnifique et une précision aussi de manière à ce que le volume des cellules ne varie pas. Imaginez-vous une problématique, voilà, quand on a une problématique d'édème, d'accord? Là, il y a un déséquilibre entre le sodium et le H2O et l'eau. Là, c'est l'exemple typique. Un édème est un déséquilibre du sel et d'eau. C'est ce qui va aussi provoquer un changement de potassium qui peut aussi provoquer des problématiques cardiaques. Mais bon, ça, on va peut-être trop loin là. Je pourrais aussi ajouter, là, que je parle d'édème, les volumes et la pression. Et je pourrais aussi ajouter, c'est très important d'ailleurs, là, je vais les noter après, la température. Donc, certaines cellules de l'organisme ne fonctionnent que sous un spectre étroit des températures. S'ils refroidissent, ils vont fonctionner trop lentement, tandis que si ils réchauffent excessivement, eh bien, ils ne vont pas non plus fonctionner. L'exemple typique, une enzyme qui est une protéine, prenons l'exemple, je fais souvent l'exemple du fichou F, voilà, l'œuf, l'albumine qui est la protéine, va devenir blanc et à haute température. Dès que l'eau bouille, l'albumine transparente devient blanche. Donc, il y a un changement de l'albumine pour le coup, de ces protéines, mais que va altérer de façon parfois même permanente les produits, la cellule, les tissus, les enzymes. C'est ce qui s'est fait aussi. Pensez à la température quand vos patients limés, fibromyalgiques, malades chroniques avec mononucléose, qui vont souvent venir au cabinet vous dire une petite température. Vous allez dire oui, c'est à combien? Ou vous prenez votre thermomètre frontal et vous faites la température et vont vous dire j'ai 36,9, 37 ans, 37,2. Connaissant, sachant que la température corporelle est 36,5, on sait que l'air protéines, leurs enzymes ne fonctionnent pas correctement parce qu'ils sont en surplus de temps en temps, parce que ce n'est pas de façon continuelle cet excès de température, mais qui peuvent du coup provoquer soit un ralenti, soit des changements enzymatiques protidiques permanents. D'accord? Et c'est très, très important qu'on considère cette température aussi comme signal d'inflammation. C'est les 5 points cardinaux pour reconnaître l'inflammation. Température, perte des fonctions, douleur, rougeur. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans les piliers immuno-inflammatoires. Des bases qui, moi, personnellement, je rencontrais des suspicieux monosynaptiques. Vous saurez que le suspicieux monosynaptique, c'est la personne, le personnage de base qui se spécialise en médecine traditionnelle. Et ce n'est pas un terme que j'ai inventé, hein, je l'ai copié des profs Castronovo. Donc, il a été emmené, il a eu des soucis par les appeler de C fini par N. Et donc, il a utilisé cette terminologie que j'adorais j'ai eu beaucoup de formations avec lui. Et donc, j'ai dit, mais c'était génial. Donc, j'ai eu même des
des gros problèmes hein, en disant, non, mais écoutez, mon fils a une température, vous allez l'ausculter. Même pas toucher mon fils là, au niveau des oreilles, c'est chaud. Oui, il n'a plus de température, mais je dois toucher les corps. Donc, touchez les corps de vos consultants, déshabillez-le. Si vous dites, j'ai mal au genou, touchez le genou. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est enflé? Des signaux typiques d'inflammation, donc souvent, on oublie, on passe de côté. Ah oui, c'est chaud, bon, allez. Non, non, je pense que c'est une otite. Non, 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 je vous vois dans les services sociaux. Non, 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 vous êtes dingue. Carrément. Je vous n'exagère pas. Du coup, ouais, il avait bien une otite. Voilà. Ce serait été chaude, il a plus de température. Hein. Mais ce serait été brûlante. Une oreille en particulier. Parce que je faisais une formation, j'ai arrivé trop tard. Voilà. Donc, vous voyez l'ignorance monosynaptique, à quoi elle peut nous amener. N'oublions jamais les bases. Donnons au corps ce dont il a besoin. Il saura faire de son mieux avec le outil dont on lui donne, on les pourvoit. On lui donne avec la bonne nourriture, les règles diététiques, micronutritionnelles et naturopathiques pour faire ce qu'il sait faire de mieux, son boulot homéostatique. On est trop monosynaptique encore pour comprendre autre chose. Et même si qui prétendent ne pas être monosynaptique, moi, souvent, je les suis et je m'en veux. Et voilà. D'accord? Au moins, je ne me considère pas trop ignorante. Mais malheureusement, je suis encore humaine et je reste monosynaptique. Donc, formez-vous, continuez la formation pour voir la totalité des choses. Autrement, vous passerez à côté. Donc, retournons à ça aussi. Il y a deux éléments qui vont être régulés par l'homéostasie. L'appareil circulatoire qui va transporter des matériaux, notamment comme l'oxygène, le CO2, les déchets, les électrolytes, les hormones d'une part à l'autre de l'organisme, l'appareil digestif, d'accord, qui va sonder les aliments ingérés et qui va convertir le macromolécule, les grosses substances, quoi, un steak, un polymère, d'accord, est un steak, un monomère, d'accord, en petites molécules assimilables comme les protéines et encore plus petites, les acides aminés. L'appareil respiratoire qui va contrôler l'oxygène, rejeter le CO2, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'acidité, même contrôler le pH, du coup, parce que hein, l'acidité voilà, vient de ça, dans l'environnement interne, le pH dans l'environnement interne. L'appareil urinaire qui va éliminer l'excès d'eau, parfois trop d'oligoéléments qui ont été éliminés, de sel, d'acide, d'autres électrolytes, selon comment votre système digestif se trouve. S'il y a trop de perméabilité intestinale, elle va tout éliminer. Ou on va devoir aussi faire trop appel au néphron, qui est l'unité filtrante de rein, le néphron avec son glomérule, pour n'est pas éliminer, mais plutôt remettre en circulation les oligoéléments nécessaires pour le corps. Les systèmes squelettiques, évidemment, les os, les articulations, ils ont du support et protection au tissu mou, réservoir du calcium, d'accord, que aussi va servir à quoi? À contrôler l'équilibre acido-basique. Vous voyez pourquoi je m'en fous de l'équilibre acido-basique? Je pense que le corps est beaucoup plus intelligent que moi pour comprendre ce qu'il doit faire. Les systèmes musculaires, le muscle squelettique qui va mobiliser les os auxquels les muscles sont attachés, évidemment, on connaît ça, hein, qui vont générer aussi la chaleur pour la contraction, par la contraction musculaire, qui va aussi contribuer à quoi? À maintenir la température corporelle. Pensez à moi, là, je suis en train de faire cette présentation. Vous-même, vous devez être assis, mais écoutant, vous perdez du fait qu'on n'est pas trop en mouvement. Notre température
température corporelle baisse un tout petit peu. Donc, on a besoin de petites laine, on a besoin de couverture. Il n'a pas production, il n'y a pas contraction musculaire que contribue à la maintenance de température corporelle. J'essaie toujours de vous faire un exemple, comme ça ne reste pas trop langue étrangère pour vous. Les systèmes tégumentaires, les téguments, la peau, d'accord, qui a une barrière super importante de protection pour ne pas laisser rentrer les intrus, d'accord, de leur que pensez à vous couper. Pourquoi on s'est désinfecté? Parce qu'il y a l'invasion des intrus du milieu externe, c'est-à-dire de l'air, du couteau qui était contaminé par voilà, le bacillus tétanus ou des choses comme ça, qui vont nous rendre malades, qui va aussi prévenir la perte de liquide interne hors de l'organisme, voilà, et qui va aussi maintenir, va contrôler la sueur, va réguler le flux sanguin en envoyant de sang chaud quand il a froid ou vice-versa, refroidir s'il a trop chaud. Le système immunitaire, comment il contrôle l'homéostasie par les globules blancs, les organes en fait, lymphoïdes, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est les amygdales, l'appendice, voilà, tous les organes secondaires, le thymus, voilà, tout ça, va jouer un rôle de défense dès lors que l'organisme a des envahisseurs et rentre en contact avec des envahisseurs étrangers, bactéries, virus, mycoses, aspergillose. Voilà. Le système nerveux, qui va faire le cerveau, la moelle épinière, le nerf, les organes, le sens, etc., vont coordonner les activités de l'organisme, vont formuler des réponses appropriées pour contrôler cette homéostasie, modifier l'environnement extérieur, si besoin. Les systèmes endocrines, on va voir toutes les glandes qui sécrètent des hormones, c'est-à-dire une glande endocrine, une glande que sécrète dans le sang, évidemment. Et c'est surtout, c'est pas la vitesse du système nerveux qui fait un flash. Système endocrine, pensez à une femme qui va prendre bon, au moins qu'il soit exposé au soja, phytoestrogène, je ne sais pas quoi d'autre, et xénobiotiques, voilà, choses comme ça, qui va avoir ses règles à 7 ans ou à 9 ans. Normalement, une femme rentre en ménarche, c'est-à-dire le début de règles. Ses premières règles s'appellent ménarche. J'ai parlé à un collègue médecin, ah ouais, je suis ménarche à 12 ans. Ah bon, je n'entends pas cette terminologie depuis des années, quoi. Il a même rigolé de moi. C'est normal, quoi. Mes règles, ma ménarche, c'était à 12 ans. Voilà. Donc, une femme prend 12 ans pour avoir ses règles. Ouais, hein. Ça veut dire que le système endocrine peut être très lent. D'où aussi l'intérêt de faire comprendre ça à nos consultants. Et ça prend de 12 ans, ouais, normalement, hein, jusqu'à 50 ans pour éteindre le système endocrin de ces reproductions. Vous voyez, le système endocrin féminin est très lent. Celle de l'homme, ouais, c'est un peu plus, va durer un petit peu plus dans le temps. D'accord, sa testostérone, oui, va diminuer dans le temps, surtout les jours aujourd'hui. Hein, c'est on ne dit pas le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, c'est déjà le jour. Hein. Donc, bon, bref, aujourd'hui, c'est les hommes se trouvent en carence de testostérone. Ce qui veut dire qu'ils rentrent en andropause, c'est-à-dire la ménopause masculine, aussi plus tôt qu'avant. C'est une chose qui n'a pas touché certaines personnes. Je pense notamment à l'ancien président des États-Unis. Et voilà, qui a eu combien d'enfants il a eu, ces gars, voilà, avec
sa dernière femme tchécoslovaque. Et on voit bien que voilà, ça n'a pas empêché sa testostérone, hein, monsieur, comme d'hab. Mais bon, certaines autres personnes ne peuvent pas, certains autres hommes qui sont exposés au glyphosate, qui sont des paysagistes, qui travaillent dans des usines nucléaires, qui font le contrôle sécu de usines nucléaires. Hein. Moi, j'en ai ça aussi comme patients qui ont des problèmes de libido. Que le système endocrine dont on trouve aussi l'appareil reproducteur, hein, c'est assez lent. Et tout ce qui est appareil reproducteur qui rentre dans la description du système endocrine, pensez aussi qu'il va s'éteindre dès lors que la reproduction n'est pas essentielle pour l'homéostasie et dès lors que la personne doit assurer l'intégrité du système nerveux qui est plus importante, le mot ne me vient pas, que c'est reproduire, hein, que perpétuer l'espèce, hein, plus que ce qu'on est en train de perpétuer là aujourd'hui. Je ne peux même pas rentrer dedans, mais je lance les mots parce que mon corps a envie de lancer ça. Et donc, c'est sûr qu'on rentre, on a une population de stériles. Mais la nature est plus intelligente. La nature a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va perpétuer là? Mais on n'a rien à perpétuer, donc on coupe l'appareil reproducteur. Et l'endocrinologue, le spécialiste en reproduction assistée, qu'est-ce qu'il va faire? Va forcer la nature qui est plus intelligente que lui, que moi, que tous vous ensemble. Il va dire, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vous fais avoir 2 gamins contre nature. Et donc, il passe à PMA, machin, ça coûte une blanche, ça coûte vous, moi, tout le monde. Mais ils ne paient toujours pas avoir les fichus gosses. Donc, il se rend compte que lui, du coup, elle tue ses spermatozoïdes. Il y aura une bonne raison énergétique branchée, perchée, mais aussi une très, très bonne raison physiologique et scientifique. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un donneur de gamètes parce qu'on se croit Dieu. Et donc, la donation de gamètes fonctionne. Et on va donner vie à quoi exactement? Je ne sais pas, hein, je suis en train de la voir avec une patiente. Voilà, mais ça me ripile. Ça, pour moi, c'est horripilant la situation. Après, je comprends. Une femme qui va avoir, surtout une femme, je ne parle pas d'un homme, qui veut avoir des gosses, mais bon, si on n'en a pas, c'est pas trop grave. Quoi. Mais une femme, dans son horloge biologique, lui dit, fais des gosses, fais des gosses, fais des gosses. Pas demain, hier, va être obsédée et va vouloir faire toutes ces démarches. Et je comprends ça très bien. Mais il faut aussi parler à cette femme, ces couples, parce qu'il ne faut surtout pas accepter la femme toute seule, puisqu'on ne fait pas un enfant tout seul, que je sache. Bon, on peut aussi aller en Belgique et avoir une fertilisation in vitro. On peut aussi se rendre en Espagne toute seule. Je l'ai au cabinet. Non, c'est pas vrai. On peut avoir des gosses tout seul. Mais normalement, non. Si on est un couple, on fait à 2. Un couple hétérosexuel, évidemment. Et donc, on va contre nature aujourd'hui. Si on fait comprendre ces couples, donnez-moi au moins 6 mois, s'il vous plaît. Je vous prie, je vous range les éléments régulés par l'homéostasie qu'aujourd'hui font que donner la progénie soit pas fondamental pour vous parce que vous êtes en surpoids, parce que vous êtes en syndrome métabolique, parce que vous avez un foie gras, parce que votre mec n'a pas de spermatozoïdes viables, ils sont 2 têtes, une moitié tête, la tête coupée, pas de queue. Mais ça, personne ne l'a dit. Donc, si on fait comprendre ces couples que leur appareil reproducteur s'est mis en veille et qu'il faut faire des choses qui nous donnent au moins 6 mois de leur temps. Qu'est-ce qu'ils sont pères, 6 mois? Ah, mais j'ai déjà 40 ans. Bon, il vaut mieux que vous n'ayez pas de gosse. On peut aussi faire comprendre ça. Peut-être c'est pas... Hein. S'ils sont 27 ans, 28, 29, 20, 30, bon, allez.
Ils peuvent nous donner 6 mois de leur vie. Et on peut assurer, s'ils viennent pour ça, que la PMA, que le donneur de gamètes puisse être mieux accepté, que ça marche. Si vous voulez rentrer dedans. Moi, ce n'est pas mon souhait dans ma pratique parce que j'ai d'autres croyances. Mais sachez qu'on peut très, très bien suivre ces femmes, ces couples en recherche de reproduction de l'espèce. Mais non, pas transhumain ni hybride. Et on peut vraiment, vraiment les aider. Il a des super, super résultats en tout ce qu'on peut faire. Mais il faut que vous compreniez comment les appareils et les systèmes se régulent les uns avec les autres pour du coup les faire comprendre quoi. OK. Si vous avez un excès estrogénique, du coup, vous n'avez pas de progestérone, ce qui fait perdre la nidation. On doit partir déjà du contrôle de l'appareil du cerveau, qu'est-ce qui se passe au cerveau, qu'est-ce qui se passe avec vos hormones, qui nettoie les hormones, c'est le foie, mais avant encore les intestins et encore, et vous expliquez tout ça. Et pourquoi c'est important de faire ces liens qu'on voit tout le long de la formation. J'espère être claire. Et on a surtout ces rétrocontrôles négatifs. C'est peut-être pas la meilleure de ces images, mais je vais partir pour celui-ci. Donc, de lors que l'homme baisse la température du corps en dessous de la consigne, il va y avoir des cellules nerveuses qui surveillent la température, qui par de rétrocontrôle positif vont appeler les centres thermorégulateurs, notamment l'hypothalamus, qui vont dire aux muscles squelettiques et d'autres muscles qu'on appelle des muscles effecteurs, qui effectuent un mouvement, de augmenter la production de chaleur par les frissons. Donc, on a des frissons. C'est une façon d'augmenter la production de chaleur par ces muscles sans bouger de votre chaise. Lorsque vous m'entendez, vous allez peut-être avoir des frissons là, utilisant aussi d'autres moyens. Et tout ce que, de lors qu'il y a cette augmentation de production de chaleur par les frissons, ça va remonter la température du corps jusqu'à la consigne. Et par rétroaction négative, là, on pourrait mettre un moins là, dès lors qu'il y a un plus, parce que c'est rétrocontrôle positif, on peut mettre là un moins, notamment, c'est comment on le dessine. Hein. Quand vous avez vu la formation, je ne vous l'ai pas mis, mais par rétroaction négative, il dit, bon, tu peux t'arrêter, j'ai corrigé, donc la baisse de la température n'est plus, la température n'est plus en baisse, je corrige par rétrocontrôle négatif. Beaucoup de processus hormonaux se passent comme ça. L'hypothalamus dit à l'hypophyse de produire l'hormone de la thyroïde, la TSH, qui va, au niveau du foie, promouvoir la production de T4, qu'avec la vitamine, en présence de vitamine A, 2, 3, sélénium, zinc, iode, va se convertir, va perdre un iode du coup, et va se convertir en hormone active T3. Et dès lors qu'il y a suffisamment de T3, là, par rétroaction, par rétrocontrôle négatif, on va aller au cerveau à dire, OK, j'ai suffisamment de T3. Parce que les ressources de T3, c'est quelques heures, de T4, on a pendant quelques jours. Et comme ça, je ne me rappelle pas si c'était 8 heures, l'heure exacte de stockage de T3, je ne me la rappelle pas, je pense que c'est entre 8 et 12. Et après, on a quelques jours de stockage de T4. Donc, comme ça, de lors qu'il n'y a pas suffisamment de T3, le corps va remonter peut-être l'hypothalamus, qui va dire à l'hypophyse, qui va parler à la TSH, qui va dire produire T4. Les T4 dit non, je suis insuffisamment en suffisance, merci, il n'y a plus de besoin. Donc là, on arrête par être contrôle négatif et on n'envoie que la T4, la T3. Et comme ça, on a un métabolisme de base correct. On n'est pas un hypothyroïdie. Toutes les hormones fonctionnent comme ça. Il y a une correction qui doit se faire et c'est souvent le cerveau qui indique ça, hypothalamus, par la suite l'hypophyse et par la suite la glande, se trouve dans un tissu, qui va provoquer de plus ou de moins selon comment il va.
Les problèmes, ce qui se passe, c'est que, par exemple, continuons avec l'exemple de la thyroïde, on peut avoir aussi des problèmes de production de reverse T3, c'est-à-dire que par un trop plein d'inflammation, par un trop plein d'estrogène, la T4 ne se convertit pas en T3 reconnaissable par le cerveau, donc il va se convertir en ce qu'on appelle un reverse T3. Et du coup, la reverse T3 ne peut pas communiquer par rétrocontrôle négatif au cerveau. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il va y avoir un déséquilibre homéostatique de la thyroïde qui va rentrer soit en hypo, soit en hyper, selon comment la personne selon ça, on va aller voir aux analyses de sang. Donc, vous voyez comment le rétrocontrôle négatif va fonctionner que à condition que jusqu'à la consigne. Du coup, la consigne n'est pas reverse T3, hein, attention. Et là, l'hormone livre T3. Donc, on doit corriger et qu'elle ne corrige pas le rétrocontrôle négatif, la commande de l'hypothalamus, de l'hypophyse et du TSH. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps va dire, mince, j'ai envoyé faire. C'est comme un chef, quoi. Je t'ai dit de faire cette tâche-là, tu ne l'as pas fait. Non, hop, je t'envoie un autre mail, je t'envoie un mail de rappel. Tant que cette tâche ne soit pas achevée. D'accord? Et donc, continuons avec les cas de la thyroïde, ce qui me fait penser, voilà, la T3 ne parvient pas à être formée, mais on fait la T3 reverse. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau dit, mais j'ai envoyé à faire, quoi, je me suis trompée. Donc, il va dire à l'hypophyse de sécréter plus de TSH. Donc, le TSH va monter dans le sang. On va avoir souvent des patients qui dépassent les paramètres de biologie nutritionnelle et fonctionnelle, qui est les paramètres de 2 dans le sang. On ne va pas dépasser 2, 2,5, c'est au maximum. Et ce n'est pas du tout la fourchette de laboratoire. Par contre, attention. Donc, lorsque le TSH monte, la T4 devrait aussi monter, mais elle peut aussi dire oh, vous êtes con quoi là? Et la T3 ne fout rien parce qu'elle va directement de T4 à T3 reverse, de par l'inflammation. Et là, on a un autre système qui n'est pas du tout les systèmes endocriniens, mais du coup, les systèmes immunitaires qui s'est mis en place à déconner ces rétrocontrôles négatifs. Ouais. Vous voyez comment il y a un autre exemple très bête. Hein. Il y a une baisse de la température dans la pièce. Votre maison revoit ça avec un thermomètre ou un thermostat qui relance votre chaudière pour produire plus de chaleur. Pour ainsi remonter la température de la pièce par rétrocontrôle négatif, on corrige. Et le thermomètre est remonté aussi à la bonne température. Vous voyez comment, avec des exemples très simples, hein, et du coup, de l'heure que la température, vous aviez, bon, aujourd'hui, on a s'échauffé à 19 degrés. Hein. Ne passons pas à 19 degrés. Je voudrais bien voir si à Versailles, c'est comme ça, mais bon, bref. Donc, à 19 degrés, c'était vos thermostats à 19 degrés de votre maison. Si votre maison descend à 19,5, la chaudière va être lancée pour produire plus de chaleur et remettre à 19. Pareil. Et vous ne dépassez pas avant, hein? C'est puni. Donc, c'est pareil. C'est le fonctionnement du corps exactement comme je viens de décrire. Rétrocontrôle négatif, thermostat est arrivé à température, c'est bon, j'éteins la chaudière. Je produis plus de chaleur. Et donc, on va voir tout le long de la formation le plus qui est stimulant, le moins qui inhibe, et la voie correctrice et l'arrêt de la voie correctrice. Comme ça, tout le long de la formation, vous verrez ces notions. Et même, c'est le plus, le moins, et tous ces symboles vont être tout au long de la formation de base physiologique et anatomique. On a aussi un contrôle d'homéostasie, que ce soit local, qu'on appelle aussi intrinsèque, pour ceux qui m'ont demandé lors du pilier digestif. Je vous l'ai mis là. De rien. Donc un contrôle intrinsèque ou local ou un contrôle extrinsèque ou global ou systémique.
et les fameux rétrocontrôles négatifs qu'on vient de voir à travers ces petites images. C'est comme ça qu'on contrôle aussi d'une autre manière, de façon homéostatique. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Bon, pour moi, je trouve ça super intéressant au niveau du pilier endocrine. Si vous allez vous spécialiser en hormones féminines, en la thyroïde, au surrénal, vous verrez l'importance de ces rétrocontrôles négatifs qui va apparaître, mais pas comme ça avec des plus et des moins, comme je viens de vous dire, mais va apparaître à travers le résultat d'analyse sanguine. Qu'est-ce qui fait le TSH? Pourquoi elle monte? Et la T3 ne fout rien. Je dois aller à la T3 reverse. Est-ce que vous ferez de liens au fur et à mesure que vous avancerez dans la formation? Mais ces rétrocontrôles négatifs et positifs, contrôle intrinsèque, extrinsèque, on le voit sous une autre façade dans les résultats d'analyse sanguine. Et c'est pour ça que j'adore ça, parce que vous voyez, souvent à l'école, on nous apprend tout compartimentalisé, parce qu'il faut qu'on rentre dans des cases pour leucine mondiale, nous faisons partie sans même le savoir. Et du coup, là, il ne nous apprend pas à faire les liens. Là, je suis en train de vous dire, faites attention vos résultats d'analyse. Vous verrez ces rétrocontrôles négatifs lorsqu'il y a une hyperthyroïdie, lorsqu'il y a une hypothyroïdie, lorsqu'il y a, si ce n'est que par rapport au fer. Prenons l'exemple du fer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de parasites. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, j'émets les stockages de fer en halt. Je le mets en stockage. Non, je mets le fer en stockage plutôt. Je ne veux pas que le pathogène se nourrisse de ce fer. Donc, le corps va augmenter les taux de quoi? De stockage de fer par le paramètre ferritine. Je stocke le fer. Je ne le mets pas à disposition de pathogènes qui vont se reproduire en présence trop plein de fer. Soit, si je n'ai pas trop de fer, qu'est-ce que va faire le corps? Contrôle, va augmenter les transports, donc le facteur sanguin de transférine. Donc, si je vois pas trop Après, s'il n'a rien à transporter, la transférine ne va pas augmenter. J'ai rien à transporter, donc je ne transporte rien. 0 plus 0, c'est 0. Vous faisiez les maths tout à l'heure avec vos fils. Voilà, j'ai 1 plus 0, c'est 1. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Bref, vous devez réfléchir comme ça. Donc, si je n'ai pas de quoi transporter, je ne transporte rien. Donc, la ferritine reste basse, la transférine reste basse. Pareil, contrôle d'homéostasie. Je suis en train de vous faire les liens avec des analyses du sang, car vous allez le voir, ça. J'ai trop de fer, mais pas par une présence pathogénique. Non, attendons, j'ai peu de fer. Une femme qui ne veut pas manger la viande, qui a des règles hémorragiques, parce que du coup, l'absence du fer fait des règles hémorragiques, les règles hémorragiques font perdre de fer, et du coup, c'est bien, quoi, vous avez compris les cercles vicieux. Et donc, la femme vient avec peu de fer, et du coup, on va voir peut-être que sa transférine, et que ce coefficient de saturation vont être augmentés. Ce n'est pas parce qu'il a une hémochromatose, attention. Parce que souvent, quand on sature trop le fer, c'est parce qu'on a une hémochromatose. Donc, un trop plein de fer dans le sang, c'est une maladie très grave. Il faut faire le saigner. Mais là, non. Donc, si j'ai peu de fer, je dois l'emmener à quoi? À mes enzymes, les hydroxylases. Les enzymes hydroxylases sont super importantes. Pourquoi? Pour assurer la détoxification. Donc, une femme qui est anémiée ne va pas détoxifier. Une femme qui est anémiée ne va pas dormir. Parce qu'on doit assurer que le tryptophane, l'acide aminé, soit hydroxylé. En quoi? En sérotonine. Et qu'il ait une méthylation pour devenir mélatonine. Encore un autre processus qu'on va voir. Ne vous inquiétez pas par rapport à la méthylation, mais retenez déjà le nom, mettez-le de côté et on va le voir après. C'est notre formation, pas ce soir. Donc, vous voyez comment ces rétrocontrôles négatifs, positifs, contrôle intrinsèque, extrinsèque, et là, dans vos analyses de sang, d'accord?
Donc, il faut avoir une mentalité arborescente. Je vous l'ai dit à nouveau, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Et, leur confesser la masterclass, ou souvent aussi les étudiants me demandent, mais ça veut dire quoi ça, c'est ça. Réfléchissez, je ne peux pas tout vous apprendre. C'est impossible d'avoir de cas d'analyse du sang il n'y a que vous que vous allez le voir au cabinet peut-être. L'autre jour m'est arrivé un monsieur qui avait, quel était son problème? Oui, il a développé une tractocolite hémorragique. Donc, dès lors qu'elle a fait la radiographie et l'échographie, mais surtout, c'était au niveau des radiographies qu'elle a pris la substance radioactive pour voir voilà, ce qui s'est passé, qu'il avait avalé aussi la petite caméra, machin. Il voit que cet homme, un âge avancé, mais bon, il avait quoi? Il était déjà à la retraite, donc voilà, au moins 65 ans, manquait le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Alors, ça, ils sont... Ah, mais du coup, et j'ai dit, comment on verse la vésicule biliaire, la bile dans vos intestins? Ah ouais, ils ont trouvé qu'il avait un tube qui rentrait plus tard dans la deuxième partie de mon intestin grêle. Donc peut-être là que vous, là, de presque 20 ans d'expérience clinique, c'est la première fois de ma vie que je vois personne sans duodénum. Voilà. Peut-être que vous verrez des analyses qui sont uniques. On peut discuter sur les groupes, soit par mail, voilà, comme un cas clinique, mais réfléchissez à tout ce qu'on apprend. Je ne peux pas tout vous apprendre. C'est impossible. J'ai 20 ans d'expérience, presque 20 ans bientôt d'expérience au cabinet et je n'ai fait qu'apprendre tous les jours. Et personne ne m'a appris tout ça. J'utilise mes neurones que je lutte pour qu'ils fassent synapse pour avoir moins d'ignorance, parce que non, pas tout peut être appris. Donc, j'essaye de vous apprendre à réfléchir et avoir de notions de base pour comprendre, pour pouvoir faire ces connexions dont je vous demande. Donc, très, très important. C'est très chouette. Après, vous allez laisser comme un petit qui ressent un truc des maths qu'il ne pouvait pas faire. Il est tout heureux de l'avoir fait tout seul. Et regarde, maman, vous aussi, vous allez être tout heureux, toute heureuse aussi de l'avoir résolu par vous-même. C'est comme un problème voilà, mathématique. Il faut avoir cette même réflexion. Retournons à l'école pour avoir ces réflexions. Hein. Il faut vraiment, je peux te faire, j'ai trop de transport, j'ai trop de saturation. Eh, madame, mangez un fichu steak de vos règles, on va dire ça. Au moins qu'on veuille lui donner de compléments alimentaires, mais je ne suis pas très pour la complémentation en fer, car le fer, vous allez l'apprendre ou vous le savez déjà, il est pro-oxydant. Comme le cuivre, par la voie de la catalase, va oxyder et l'oxydation n'est pas très bonne car ça ça oxyde, ça donne de l'inflammation. Et puis la glycation qui va créer les fichues rides. Bon, bref, laquelle je lutte largement. Un autre exemple de myostasie au niveau sanguin. Bon, on peut continuer par la quai du fer, hein, mais ça, on peut faire une semaine que par le contrôle, rétro-contrôle du fer. Donc, vous verrez dans la formation les contrôles aussi de l'hepsidine, qui est la porte d'ouverture ou de fermeture du fer, selon s'il y en a trop peu. La porte va s'ouvrir. S'il y en a trop plein, par une présence d'inflammation ou de pathogène, la porte va se fermer. Une autre façon de voir les rétrocontrôles, les contrôles intrinsèques, extrinsèques. Aussi. Voilà comment je peux vous passer à la réalité d'une théorie que ça peut ne pas du tout vous intéresser. Ce soir, elle est saoulante, elle me saoule, je ne comprends rien, ce truc. Et là, quand je parle en pratique, vous êtes ah oui. Donc, j'incite votre intérêt, j'espère avoir incité suffisamment votre intérêt pour faire la suite. Mais avant de passer à l'action, je vous annonce que j'ai créé des QCM et des questions logiques dans votre page, dans mes trucs de Google Forms. Donc, si vous êtes étudiant, vous avez accès au PDF et au replay. Si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes des passages, vous n'aurez pas les liens, évidemment.
Mais on trouve tout à travers voilà, sur les PDF, vous l'aurez. Et là, donc je vous annonce que toute la partie théorique dorénavant va vous présenter de connaissances, de demandes, de questions type vrai, faux, UCM, mais aussi des exercices de réflexion logique